Donc on va vous expliquer pourquoi cette thématique et surtout pourquoi nous avions invité Madame Chris Younes. Alors tout simplement parce qu'on voulait faire intervenir un enseignant-chercheur qui travaille sur la question propre de l'architecture et qui est surtout très investi dans l'enseignement, dans ces deux systèmes, enseignement et recherche. Et puis, on vous a rencontré plusieurs fois, on a lu quelques ouvrages, et les collaborations interdisciplinaires qu'elle a effectuées avec des architectes nous ont en fait, convaincus totalement. Et puis, le côté sur la philosophie, sur ces articles, qui peut toucher autant des architectes que des paysagistes, mais aussi des gens, en fait, votre système de travail, ça peut aller un peu plus loin que nous, en fait, en tant qu'architectes et paysagistes. Alors, Chris Younes, on va faire un petit peu de curriculum vitae. Elle est docteur HDR en philosophie et psychologue. Elle est également professeure à l'école spéciale d'architecture. Vous êtes responsable du réseau international philo du ministère de la Culture et de la Communication, membre du conseil scientifique de l'école de Paris-La Villette, de l'ARENA et de Europan. Vous avez aussi fait plusieurs publications, autant seul qu'en collaboration, et notamment avec Thierry Paco. Voilà. Pourquoi la recherche en architecture et depuis pas longtemps, présidente du conseil d'administration de l'école de Saint-Étienne. Pourquoi la recherche en architecture ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs recherches en architecture. Et par exemple, l'exemple de l'école de Bordeaux, je vais le citer plus facilement puisque notre vice-présidente à l'UNEAP étant de cette école, où il y a 5 laboratoires de recherche, dont 4 accueillent aujourd'hui des doctorants. Ils sont rattachés à des écoles doctorales différentes. Et chaque école doctorale ayant, alors ça va peut-être être un peu dur si vous ne comprenez pas tout, plusieurs UMR ou options dans ces options d'architecture. Et l'option d'architecture ne figure pas forcément. Par exemple, pour passer une thèse avec un sociologue ou un ingénieur, ils ne vont pas travailler sur la même chose. Et si on veut parler de la thématique d'architecture, un sociologue n'a pas forcément fait les études auparavant. Et donc l'architecture pourquoi pas être dévalorisée. Ce que je ne pense pas totalement. Mais... surtout, ce qu'on voulait aborder, c'était quelle qualification et quelle représentativité. Donc les niveaux d'évaluation qui sont divergents. On sait que par exemple une thèse en architecture en sciences humaines sera nettement plus conséquente qu'une thèse en mathématiques ou en médecine, mais le travail de recherche ne sera pas le même. C'est aussi le travail qui sera effectué. Donc il y a la question du coup transversale qui reste pourtant l'architecture, c'est comment représenter cette discipline et comment on peut évaluer les doctorants. La recherche impose aussi un nombre de publications, puisque ce n'est pas le tout de faire une thèse. Et du coup, aujourd'hui, quelle est la place des publications des doctorants et des chercheurs en architecture ? Sur quel support, dans quel lieu et dans quel regroupement ils peuvent en parler ? On peut aussi, pourquoi pas, aller voir ce qui se passe dans les universités à ce niveau-là. Je vais y arriver. Et puis je vais vous laisser la parole, en fait. Et donc, du coup, vous allez parler des enjeux et paradoxes de la recherche en architecture. Merci beaucoup. Merci, Julien. Eh bien, merci pour cette invitation. Ce n'est pas une sinécure de parler des enjeux et de la recherche, paradoxes et enjeux de la recherche en architecture, parce que c'est devenu un chantier pour toutes les écoles d'architecture, en France, en Europe et bien au-delà d'ailleurs. Je crois que dans toutes les écoles d'architecture, il y a un nouveau contexte où la recherche devient quelque chose d'absolument incontournable. Alors, j'ai écrit un texte d'ailleurs que je pourrais donner si l'UNAP le souhaite, mais je préfère un petit peu, à la suite de finalement ce que j'ai entendu hier et aujourd'hui, revenir sur quelques points qui me paraissent absolument clés dans peut-être finalement 3 points.
Tout d'abord, voir un peu quelle est finalement l'actualité de la recherche et le futur de la recherche en architecture et paysage, puisque là, c'est architecture et paysage que vous avez rassemblé ces deux disciplines qui travaillent quand même des fois séparément, mais qui ont beaucoup à se dire. Ensuite, de travailler sur finalement ce qui paraît être deux grands chantiers de la recherche en architecture, qui portent sur l'interdisciplinarité et sur la question du projet. Et puis après, finalement, interroger, poser une question, se demander finalement comment mieux se situer pour finalement relever le défi de la recherche dans les écoles d'architecture. Voilà. Alors le premier point, c'est sur l'actualité et le futur de la recherche en architecture ou paysage. Il est sûr que si vous m'aviez demandé d'en parler il y a 10 ans, j'aurais souligné que tout le monde, enfin beaucoup d'écoles, en tout cas tous ceux qui étaient investis dans la recherche en architecture, se battaient pour qu'il y ait des doctorats en architecture. C'était ça le grand chantier. Et moi, j'ai été élue dans des conseils scientifiques et autres au niveau national pour militer et pour argumenter sur le fait que, mais comment se fait-il qu'une discipline aussi ancienne que l'architecture n'ait pas encore de doctorat? Oui. Donc on n'a pas du tout été en avance finalement pour créer des doctorats en architecture. Et donc on s'est retrouvé à finalement devoir construire l'importance du doctorat dans LMD. D'ailleurs la réforme LMD, elle allait dans ce sens qui voulait dire que la licence, le master, le doctorat, c'est un long chemin qu'on va faire soi-même ou que certains feront, mais qui soulignait l'enjeu s'il y a doctorat en architecture, c'est-à-dire la construction, la consolidation de la discipline. Mais ça s'inscrivait, et je pense toujours, et d'ailleurs ça correspond tout à fait, je trouve, au débat de ce matin et aux différentes interventions, c'est qu'on est dans un contexte extrêmement compétitif. Les écoles sont en compétition entre elles, on peut dire les écoles françaises entre elles, un peu, mais surtout les écoles aussi d'autres pays, européennes, et aussi, bien sûr, les écoles internationales. C'est-à-dire que, et s'il y avait que les écoles d'architecture, bien sûr que ça crée une émulation, puisque chaque école va porter quelque chose, va développer un programme pédagogique, un programme de recherche. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a une crise majeure du métier d'architecte, des métiers, comme on le disait ce matin, des métiers d'architecte, et qu'aujourd'hui, la recherche, elle est portée de plus en plus par ceux qui veulent défendre l'architecture. Et ce qui est très frappant, ce que j'ai constaté dans les écoles, et lorsqu'il y a eu la concertation nationale, les grands militants pour la recherche, c'était les étudiants. Ça a été la grande surprise. C'est-à-dire de voir que les chercheurs, enseignants-chercheurs dans les écoles, devaient des fois expliquer, d'ailleurs à juste titre, je comprends la méfiance vis-à-vis de la recherche, parce que ça peut être aussi une dérive, ça peut être aussi un piège si on ne le fait pas de façon bien stratégique et ciblée. Mais finalement, les étudiants, et au niveau national, ont pris conscience de l'importance de la recherche. Donc c'est devenu une évidence. La recherche fait partie de l'enseignement de l'architecture, elle fait partie du développement des écoles d'architecture et de leurs accréditations, de leurs habilitations, et elle fait de leur évaluation. Donc. Et elle fait partie aussi de l'enracinement de la profession et de la spécialité architecture. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau contexte de l'architecture aujourd'hui qui est évidemment le résultat de millénaires finalement d'humanité. C'est-à-dire que la recherche, voilà, ça fait partie. Nous avons fabriqué un artefact. On se demande même si on n'est pas à l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire qu'on a fabriqué une espèce d'ère géologique. Vous voyez, beaucoup de géologues, il y en a qui disent que ça serait ça, d'autres qui disent non, parce que même l'histoire de l'homme, elle est courte par rapport à l'échelle de la grande temporalité géologique, mais il n'empêche que cette question de technosciences, de la recherche, de tout ce qui est finalement l'innovation scientifique, technique, est fondamentale. Donc, ce nouveau contexte, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de l'actualité et du futur. Je ne vais plus parler tellement de la bataille pour construire les doctorats, parce que c'est un état de fait. Maintenant, chaque école se construit. Il y en a qui ont pris un peu d'avance sur le doctorat, mais ça ne veut pas dire qu'ils le garderont.
Il y en a qui peut-être vont aller plus vite parce qu'ils démarrent peut-être plus tard, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'iront pas plus vite parce que justement, ils ne sont pas embarrassés par une tradition et qui vont peut-être pouvoir répondre aux nouveaux défis qui se posent. Donc c'est ça, pour moi, très très important d'insister là-dessus. Qu'en espace de temps, vous voyez, extrêmement court, on n'est plus en train de se dire il faut des doctorats d'architecture, puis il y a des textes, c'est habilité. Dorénavant, on passe des doctorats d'architecture, si on le veut, enfin, si on le peut. Et si on veut, on préfère passer un doctorat d'histoire qui traite de l'architecture, ou de philosophie qui traite de l'architecture, ou de psychologie. Il y a des possibilités, mais on peut aussi faire architecture en tant que telle. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire qu'une bataille a été gagnée, c'est-à-dire une reconnaissance institutionnelle de la discipline architecture. Parce qu'en fait, c'est Edgar Morin qui a très, très, très bien analysé cette question-là. Il a mis en évidence que l'université, elle a installé des disciplines, en fait. Et c'est parce que, dès qu'on dit discipline, ça veut dire qu'il y a un domaine, il y a des méthodes de travail par rapport à un domaine, et puis après, il y aura un certain type de résultats. Et on sera évalué par rapport à ce domaine et par rapport aux méthodes de ce domaine. Si je fais un doctorat en cinéma, ce ne sera pas la même chose que si je fais un doctorat en philosophie, par exemple du cinéma. Ce ne sera pas la même chose si je fais un doctorat en architecture. Donc, cette idée qu'il y a une discipline en tant que telle, c'était porté par les architectes, qui n'arrêtaient pas de dire « nous, on est une discipline, on a des savoirs, etc. » Mais là, aujourd'hui, ça s'institutionnalise. Et l'Ordre national des architectes défend beaucoup ça. Puisque moi, j'ai eu l'honneur de participer à la concertation nationale justement sur l'enseignement et la recherche en architecture. Et il était clair que tout le monde mesurait le chantier de la recherche. Mais ce qu'on peut dire, c'est que même si ça fait longtemps qu'on fait de la recherche, et qu'on fait de la recherche de différents types, que ce soit, on pourrait dire, de façon... comme par exemple ce matin, il était dit, voilà, on fait de la recherche dans les agences, c'est vrai. Mais dès qu'on va dire qu'on fait de la recherche, ça voudrait dire aussi qu'on est capable de publier des textes qui vont être reconnus par d'autres, qui vont l'évaluer, le discuter, et surtout que ça pourra être transmis en tant que savoir. Et quand on fait un doctorat, d'ailleurs ça vient d'opérer, c'est enseigner un doctorat, c'est-à-dire qu'on travaille un sujet, on va le faire reconnaître par des experts qui vont dire, voilà, celui-là, on lui donne le titre de docteur, parce qu'il est arrivé à construire un projet de recherche et à développer une hypothèse de recherche et à l'argumenter et à la dire et à la déclamer et surtout d'une certaine manière à la démontrer. Donc ça va passer par le langage. Alors c'est vrai, comme c'était dit tout à l'heure par Julien, c'est que les doctorats, et par exemple je discutais avec quelqu'un qui coordonne les doctorats à la Sorbonne, il y a différents types de doctorats et qu'on peut considérer que si vous faites un doctorat de philosophie, vous avez beaucoup de pages en général, quoique maintenant on les réduit quand même à 250, 300 pages. Mais qu'on peut, vous voyez, une thèse de mathématiques peut être assez réduite parce qu'on pourra retrouver on va inventer quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mots, mais ça va être beaucoup plus restreint. Et qu'aujourd'hui, il y a un nouveau chantier, quels seront les doctorats création. Les pays du Nord ont avancé beaucoup là-dessus. Les académies du Nord ont beaucoup avancé là-dessus, en se disant qu'il y a des doctorats particuliers, c'est un petit peu ce que je vais essayer d'exploquer dans deux, trois points par la suite, des doctorats tout à fait particuliers qui traiteront de la création. Alors, comment être, d'une part, être créatif, c'est une chose, faire un doctorat voyez, qui apporte sur la création, c'en est une autre. Parce qu'il ne suffit pas d'être créatif, il être capable de le traduire en un langage quelque part universel, qui peut servir. Oui, c'est très modeste la recherche. C'est-à-dire qu'on apporte tout est dans le partage dans la recherche. C'est-à-dire qu'on fait avancer quelque part, c'est pas à pas, l'humanité avance grâce à la recherche. Elle va partager des savoirs, des connaissances. Voilà. Donc ça, c'est le chantier. Alors je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour de la recherche. Il y a eu beaucoup de maladresse autour de la recherche en architecture, parce qu'en fait, au fond, c'est arrivé la recherche par la base. C'est-à-dire, c'est des enseignants qui ont eu besoin de fabriquer de la recherche et de se mettre en laboratoire. Et donc d'impliquer des étudiants avec eux dès qu'ils étaient, voyez, dès qu'ils commençaient à grandir dans leur formation. Mais après, il y a un moment où l'institution a décidé de dire que tout le monde doit faire de la recherche. Vous voyez, c'est devenu une injonction ministérielle. Et là, c'est là que ça a commencé à
à durcir la situation et à diviser des fois les enseignants entre eux, avec l'idée que, par exemple, moi j'ai connu dans une école, bon, je ne citerai pas, mais je pense que c'était une erreur majeure, continue un petit peu à exister, mais qui est en train de disparaître à vue d'œil. C'était un peu comme si ceux qui étaient docteurs, HDR, habilités à diriger des recherches, donc habilités à encadrer des thèses, c'était eux qui devaient donner le là de la recherche. Ce qui fait que d'un seul coup, ceux qui donnaient le là de la recherche, ou ceux qui donnaient le ton pour la recherche, c'était des sociologues, des philosophes, des historiens, des géographes, voyez, ceux qui avaient déjà une discipline universitaire validée, habilitée, donné des doctorats. Mais donc du coup, ça a posé problème, parce que d'un seul coup, les architectes se sont un peu révoltés, on pourrait dire, dans la mesure où ils ont eu le sentiment qu'ils étaient colonisés, qu'on leur demandait d'être, que pour qu'on leur donne ce label du D, LMD, ben, il fallait qu'ils passent par une autre discipline. Et donc c'est vrai qu'il y a eu des malentendus qui sont venus en se disant, mais si la recherche c'est perdre l'architecture, et si la recherche c'est être docteur en histoire, ou en géographie ou en philo, c'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. L'injonction ministérielle reste, puisqu'elle est condition des habilitations. Et parmi les choses qui circulent, il y a l'idée que voilà, toutes les écoles qui auront master devront un jour ou l'autre, devoir démontrer qu'elles participent de la recherche. Mais une recherche qui sera très différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, où il y aura une recherche fondamentale, mais il y aura aussi une recherche expérimentale, qui sera beaucoup marquée par l'innovation. Et finalement, je pense qu'il y aura des brevets en architecture, comme il y a des brevets en ingénierie, comme il y a des éléments. Donc on va rentrer, vous voyez, dans quelque chose d'un nouveau type. Il y aura une recherche d'un nouveau type. C'est pour ça que je dis que c'est actualité et futur de la recherche. Et je pense que les résistances des uns par rapport aux autres, même si elles sont inconfortables, elles vont nous aider à construire collectivement la recherche appropriée à la discipline architecture. Ça, c'était là-dessus que je voulais insister dans un premier temps. Deuxième temps, c'est que dès qu'on parle de l'actualité et du futur de l'architecture, de la recherche, dont je ne répète pas architecture et paysage, parce que je pourrais dire aussi et environnement. Par exemple, moi, c'est pour moi très très important de rajouter et environnement. Mais je ne répète pas, donc vous imaginez quand je dis recherche, c'est ce que je dis. Hein, parce que moi, c'est le milieu dans lequel je suis impliquée, donc je parle de ce sur lequel je travaille et avec quoi je me bats. On le voit très bien avec l'école de Saint-Étienne, puisque bon, j'ai eu l'honneur d'être donc président du conseil d'administration pendant 3 ans, et je suis toujours membre du conseil d'administration de l'école d'architecture de Saint-Étienne. C'est en même temps qu'on décide, que l'école décide de renforcer son potentiel de recherche et sa recherche, ça veut dire qu'elle va en même temps qu'elle va développer des problématiques de recherche qui lui seront propres, qu'elle partagera avec d'autres, mais qui quand même seront propres à sa propre école. Eh bien, c'est créer un milieu de recherche. Et donc, cela veut dire voir les liens qu'on a avec l'université, voir les liens qu'on a avec les autres partenaires des grandes écoles, voir les liens avec d'autres disciplines, voyez, d'autres écoles. C'est-à-dire que faire de la recherche, c'est s'inscrire dans un milieu de recherche. Et quand on fait, par exemple, une thèse, par exemple, moi, quand j'ai fait ma thèse, ça fait déjà un certain temps, malheureusement, moi, au départ, j'avais rien compris de cette histoire. J'ai ma thèse, tout était centré... Je travaillais sur Hegel et Husserl. L'idée de phénoménologie chez Hegel et Husserl, c'était la chose la plus bête qu'on pouvait prendre comme thèse, parce que Hegel, c'est un monument, Husserl aussi, donc les deux ensemble, vous voyez, c'était carrément inconscient. Mais c'est bien aussi d'être un peu inconscient quand on fait de la recherche, parce que si on fait tout bien confortable, tout bien normé, tout bien programmé, eh bien, on finit peut-être par être étouffé par le système aussi. Il y a quelque chose aussi de rebelle dans la recherche. La recherche, c'est comme la création, c'est rebelle. Et pourtant... Mais c'est le paradoxe, c'est qu'on s'inscrit dans un système institutionnel. Alors aujourd'hui, vous en avez tous entendu parler, donc on sait tous maintenant aujourd'hui, c'est quels sont les rapports des écoles d'architecture et de l'université, puisque par exemple, on avait une collègue là ce matin qui nous expliquait comment en Belgique, ils ont fait le saut de l'université et tout le travail que ça a amené de recomposition de leurs écoles et aussi de partenariat que ça a développé.
Nous, en France, on est une exception un peu européenne, à savoir qu'on n'est pas à l'université, mais que par contre, toutes les écoles créent des liens avec l'université, puisqu'il n'y a que les universités et quelques grandes écoles qui ont le droit de délivrer des doctorats. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est universitaire un doctorat. Donc, on ne peut pas y échapper. Donc, la recherche doctorale, elle va passer en relation avec l'université. Et donc, aujourd'hui, on parle de ça, bien sûr. Hein, beaucoup des écoles doctorales, des liens avec les commués, les LABEX, les ITEX, vous voyez, tous les grands programmes de recherche, parce que ces grands programmes veulent dire des budgets et des financements pour les étudiants doctorants ou les étudiants chercheurs, parce qu'on peut aussi faire de la recherche sans être docteur. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'évidemment la voie royale, telle qu'on l'a vue aujourd'hui, vu le contexte LMD, c'est que toutes les écoles doivent construire le D qu'elles n'avaient pas. Elles avaient le LM, mais elles n'avaient pas le D. Donc elles ont mis leur énergie là-dessus, bien sûr. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y aura une recherche d'un autre ordre qui va se développer. Par exemple, la question de l'atelier, l'accent sur la fabrique. Moi aussi, j'y trouve ça très intéressant de garder l'importance de la fabrique aussi en architecture. Hein, donc cette idée qu'il y a quelque chose qui se fabrique, qui passera pas forcément par des doctorats, mais qui peut passer par des publications, qui peut passer par des diplômes spécialisés, qui seraient des diplômes de 3e cycle, vous voyez, qui existent déjà dans certains cas, et qui se trouvent spécialisés dans tel ou tel domaine, et qui vont donner à quelqu'un une compétence, hein, comme nous expliquait notre collègue, une capacité d'intervenir dans un domaine, en situation, et constituer une ressource pour d'autres. Donc, c'est un éventail très, très vaste, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est un peu obsédé par les doctorats qu'il n'y a que cette voie. Moi, j'encadre beaucoup de thèses, j'en ai déjà fait soutenir plusieurs, des doctorats de philo et des doctorats d'architecture, mais je sais que ça n'est qu'un élément et que beaucoup est à faire et à publier en termes d'expérimentation et innovation. Et d'ailleurs, quand on participe, comme dans mon laboratoire, dans mon ex-laboratoire, justement avec une unité du CNRS, eh bien, on remplit toujours des papiers pour les brevets, vous voyez, pour tout, parce qu'évidemment, il y a des domaines où il y a de l'invention, de l'innovation extrêmement fort, ce qui sera le cas en architecture, je pense, d'une manière ou d'une autre, et qui est évidemment à développer, à renforcer, et qui, pour l'instant, pas fait suffisamment. Et je pense que certaines écoles déjà commencent un peu à se dire, c'est peut-être là qu'on va développer notre propre spécificité. Donc voilà, c'est quand même constituer une culture de la recherche. Vous voyez, je termine sur la première partie, l'actualité et le futur de la recherche. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes tous embarqués dans la recherche, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit des pour ou des contre, on en fait partie. Et on peut dire, c'est pour la défense de l'architecture. Parce que je pense que l'architecture, elle est objectivement, aujourd'hui, quelque part, elle a beau être millénaire, on sait que c'est une discipline, que c'est un métier, que c'est des métiers qui doivent se battre pour continuer à exister. Ils n'ont pas forcément, et que la recherche va les consolider. Et que cette culture de la recherche, elle se fait dans la formation, en licence, en master, et bien sûr en doctorat pour ceux qui continuent. Ça veut dire que c'est une initiation à la méthodologie de la recherche. Et ça veut dire quoi, la méthodologie de la recherche? Ça veut dire une grande rigueur dans le questionnement. Les questions qu'on pose, elles sont rigoureuses, elles sont pointues. Sinon, on reste comme ça, c'est évanescent et c'est général. On traite de tout, donc de rien. La recherche est hyper ciblée. Moi, j'avais un ami, il a passé sa vie à travailler sur l'enzyme du foie de brebis. Ouais. Toute sa vie, il travaillait sur l'enzyme du foie de brebis. Alors, on se moquait de lui, évidemment. Alors, ton enzyme, comment il va Mais n'empêche que c'est notre temps ciblé qui travaillait pour tout le monde, vous voyez, et qui faisait avancer un petit peu. C'est très modeste, on avance un petit pas à la recherche. Donc c'est une culture. Et donc quand on apprend la culture de la recherche, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que quand on va traiter une question, on est en 2014, ça veut dire qu'il y a eu déjà beaucoup de gens avant nous qui ont produit des choses. Donc on fait déjà un petit état des lieux pour voir déjà, est-ce qu'on réinvente ce que d'autres ont déjà trouvé? C'est pas mal de le réinventer, c'est-à-dire qu'on le comprend mieux. Mais ça veut dire qu'on piétine aussi. Que si on est capable d'hériter de ce qui a déjà été inventé, on est capable de poser où est la question et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter. Vous voyez ? Donc en fait, c'est ça la méthodologie de la recherche. On apprend à faire un état des lieux, à faire de la bibliographie, c'est la même chose. Et on apprend
donc à questionner une question, à voir un corpus, tout ça, vous avez tous entendu parler un petit peu, ou plus ou moins, suivant votre niveau d'études et vos propres intérêts. Mais on apprend aussi à rendre compte de ce qu'on aura trouvé. C'est-à-dire qu'on apprend à écrire quelque chose, ça sera peut-être des équations, ça sera peut-être du projet, avec toujours quelques mots par-ci par-là quand même, plus ou moins développés, suivant la discipline, pour partager le savoir. Donc toute la méthodologie de la recherche, elle est basée sur le fait, état des lieux, partage du savoir, création de savoir et partage du savoir. C'est ça et c'est pas autre chose. Et c'est pour ça que c'est formidable, la méthodologie de la recherche, parce que c'est extrêmement généreux, même si beaucoup de chercheurs sont très étriqués, et tout, comme les créateurs, des fois, ils sont jaloux de ce que les autres ont trouvé ou pas, mais ça c'est anecdotique, c'est pour se concentrer, c'est parce qu'on a peur de rien trouver, c'est parce que c'est très humain, quoi. Mais fondamentalement, la recherche, elle partage ce qu'elle trouve. Et c'est parce que d'autres ont partagé avec nous des choses qu'on est capable d'avoir des lunettes, par exemple, quand on ne voit plus comme moi très près, qu'on est capable d'écouter d'autrement, qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et peut-être un jour d'aller dans une autre planète si on ne peut plus habiter la Terre, ce qui serait vraiment bien triste. Donc, la recherche, c'est une affaire universelle. Donc, c'est pour ça que la recherche, elle rassemble, elle traverse les frontières. Elle traverse les frontières. Et des mathématiciens de tout pays peuvent se parler. Des physiciens peuvent se parler. Et des architectes peuvent se parler, quelles que soient les langues qu'ils parlent. Et moi, j'ai vu, par exemple, en tant que philosophe, c'est beaucoup plus dur pour moi, quand j'étais en Chine, de parler à des philosophes chinois qu'à des architectes français de parler à des architectes chinois. C'est génial d'avoir un langage universel. Ce qu'on a par le dessin, donc il y a, vous voyez, la science, c'est quand même quelque chose de formidable. C'est Michel Serres qui le dit dans une introduction à l'origine de la géométrie. Moi, j'ai toujours été nulle en géométrie. Et là, ça me réconcilie avec la géométrie, cette idée que c'est un langage universel. Et donc, on peut partager quelque chose qui traverse les frontières, qui traverse les cultures et qui rassemble aussi. On a une grande diversité, ce qui fait la richesse humaine, mais en même temps, on peut se retrouver sur de la recherche et sur du savoir. Donc, vous voyez, c'était un peu un éloge du savoir et de la culture de la recherche. Donc, quand dans les écoles d'architecture, on met en place la méthodologie de la recherche, si on la fait bien, ça doit être une matière la plus passionnante que vous pourriez avoir. Parce que ça va vous donner le désir de vous y mettre, vous aussi, d'apporter votre petite part à l'édifice, parce que c'est vraiment récolter, vous voyez, toute la production humaine, quoi. C'est parce que récolter les tortures humaines, les guerres, tout ça, vous voyez, ça, d'accord, on en hérite, mais on n'en le souhaite pas, l'hériter. Mais récolter le savoir humain ou l'art humain, ça, on le veut tous. Et quand, où qu'on aille, on est sensible à ce qui a été inventé par d'autres hommes lorsqu'ils ont réussi quelque chose et qui nous ont transmis quelque chose. Donc c'est cette culture-là, et je suis très contente de voir, j'étais très contente de voir à la concertation nationale que les nouvelles générations défendaient la recherche. Et j'ai vu qu'on avait tourné la page, qu'on n'était plus sur cette question recherche ou pas. On avait tourné la page, on avançait. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, parce que c'est compliqué de faire de la recherche. Ça prend beaucoup de temps, c'est des fois un peu, c'est même très ardu. Donc ça veut dire ça passe, mais je ne vais pas en parler de ça, par des gouvernances, du management. Il faut qu'une école elle fasse un management pour la recherche. Ça passe par des statuts. Hier, par exemple, le directeur du BRAUP nous disait que les statuts d'enseignants-chercheurs sont en train de se fignoler. Mais moi, depuis que je suis rentrée dans les écoles d'architecture, ça fait très longtemps, on en parle. Mais vous voyez, ça prend beaucoup de temps, mais ça viendra un jour. Et cela veut dire qu'on développe des coopérations, comme ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Donc je termine là-dessus, mais vous voyez, on travaille sur les conditions de possibilité de la recherche. Voilà. Donc sur ce premier point, sur l'actualité et le futur de la recherche, au fond, ce que j'ai dit, c'est que la recherche aujourd'hui, elle est en marche. Dans les écoles, elle ne fera plus jamais marche arrière, c'est impossible. Il y a des écoles plus ou moins performantes par rapport à ça, point. Deuxièmement, c'est que on est vraiment
dans cette culture de recherche où on crée des conditions de possibilité pour une recherche possible, la meilleure possible. Voilà, point. Et donc, on aura besoin d'excellents enseignants-chercheurs dans toutes les écoles d'architecture. Et d'ailleurs, on va se les arracher. Ça commence déjà, parce que c'est évidemment, quand on a un très bon enseignant-chercheur, c'est très, très précieux pour une école. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, qui peut intéresser pas mal d'écoles. Le deuxième point, c'est les 2 grands chantiers de la... pour moi, mais ça je témoigne de moi-même, hein, à partir de l'expérience que j'ai menée d'enseignement et de recherche dans les écoles d'architecture. Je pense qu'il y a un grand chantier qui a été évoqué ce matin, qui est tout le chantier finalement de la discipline et de l'interdiscipline. Mais moi, vous voyez, je dis bien 2 choses en même temps. Je ne dis pas simplement interdiscipline, je dis discipline. Je crois, mais là, je sais que sur ce plan-là, il y a des débats, et c'est très bien qu'il y en ait. Moi, je participe de ceux qui pensent que les architectes et les écoles d'architecture et du paysage seront puissantes lorsqu'elles feront une recherche appropriée à leur milieu, qui est l'architecture et le paysage. Et que ce n'est pas pareil que dans notre domaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres disciplines. La preuve, moi, par exemple, j'ai fait toute ma carrière dans les écoles d'architecture, et que je ne suis pas architecte. Mais on travaille en même temps, mais on travaille pour la question de l'architecture, pour développer la spécificité architecturale. C'est pour ça que je dis disciplinaire et interdisciplinaire. Ça paraît difficile de travailler en architecture sans travailler avec l'interdiscipline. Ce matin, justement, on avait... Patricia nous montrait que il y a, en France on dirait TPCAU, hein, théorie et pratique de la conception architecturale, il y a les STA, tout ce qui serait plutôt technique, il y aura tout ce qui touche autour des sciences humaines, des arts et techniques de la représentation. Donc on a comme ça des domaines qui sont convoqués pour former des architectes. Et actuellement on pense que c'est certainement la formation la plus complexe, et peut-être la plus complète, que l'on connaisse dans l'enseignement supérieur. Et je pense que c'est vrai. Il y a un nombre de matières incroyables. Et on sait qu'il manque beaucoup de matières actuellement dans les écoles d'architecture, qui tournent autour de la médecine, enfin de la santé, qui tournent autour de l'écologie, avec tout ce que ça représente sur les écosystèmes, les biosystèmes, vous voyez, la biodiversité. Enfin, voilà. Donc il y a big problème pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va rajouter, qu'est-ce qu'on va supprimer, enfin bref, qu'est-ce qu'on va combiner, si on reprend par exemple le débat du matin. Évidemment, c'est une question très importante. Mais c'est vrai qu'il y a ce chantier de la discipline architecture et de l'interdiscipline. C'est-à-dire que la discipline architecture, elle se développe dans l'interdiscipline. Mais elle ne se développe pas tout azimut, quelque part. Vous voyez, tout projet d'architecture, même si lui, quand il fait du projet d'architecture, il va forcément tout... Et la formation d'architecte, elle va être complexe et plurielle, comme on l'a vu. Et la pédagogie va être plurielle. Mais quand on va être dans la recherche, on va cibler. Et quelqu'un qui fait, par exemple, un doctorat avec moi, il va travailler le rapport entre architecture et philosophie. Et il ne va pas travailler parce qu'on ne sera pas capable de le faire, tout ce qui toucherait, par exemple, l'ingénierie. Et ça, il le fera avec René Hug, ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il faut pouvoir combiner. On ne peut pas tout combiner. Et c'est vrai qu'il y a des vraies questions aujourd'hui qui se posent. On avait dit on entre directement après le master en thèse, par exemple, pour ceux qui veulent faire une thèse. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas si facile. Beaucoup d'écoles sont en train de mettre, le ministère d'ailleurs il pousse un peu, des diplômes propres d'école, on appelle ça des DPEA, parce qu'en fait, finalement, c'est une année intermédiaire qui permet de cultiver la culture de la recherche, voilà, et de se mettre quelque part... on choisit une orientation d'une certaine manière. Parce que c'est tellement vaste, le champ de l'architecture. Et donc, dès qu'on est sur la recherche, on va quand même serrer des choses, parce que sinon, on ne va rien pouvoir faire. Mais c'est vrai que l'interdiscipline est extrêmement importante. Maintenant, il y a quand même quelque chose sur lequel moi, je voulais insister, parce que on est quand même en face d'une grosse difficulté dans la recherche disciplinaire de l'architecture. Dans l'interdiscipline, c'est pas trop difficile. C'est très difficile, mais on a beaucoup déjà d'expérience. On a beaucoup de doctorats qui ont eu lieu dans l'interdisciplinarité.
et beaucoup de recherche et beaucoup de partenariats pédagogiques dans l'interdisciplinarité. Je pense que les écoles d'architecture sont des laboratoires d'interdisciplinarité. Impressionnant. Ce qui manque, c'est un peu des publications sur cette interdisciplinarité. Oui, pour que ça fasse recherche, il faut publier, parce que sinon, comment est-ce qu'on va transmettre? Combien s'en vont sans jamais avoir transmis justement ce qu'ils avaient su inventer et faire vivre? Donc moi, je pense que tout ce rapport à l'interdiscipline, il est déjà largement engagé et il est très précieux. C'est une des grandes richesses des écoles d'architecture, notamment en France, parce qu'on a gardé plusieurs disciplines dans les écoles d'architecture. Et on n'a pas dit aller prendre telle discipline ailleurs, à l'université, ce qui est un scénario possible. Hein. Pourquoi avoir un philosophe dans une école d'architecture? Il y a plein de gens qui se disent que ça ne sert à rien. Et il y en a très peu d'ailleurs en France d'écoles, parce que ce n'est pas indispensable. Et c'est vrai qu'on aurait très bien pu dire, finalement, quelqu'un qui veut faire un enseignement, il peut aller le faire à l'université, choisir un enseignement. Mais ce n'est pas du tout pareil, vous voyez, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas ce creuset au fil du temps qui se construit dans la rencontre, le partenariat de pédagogie et de recherche. Parce que les deux, quand même, sont évidemment très, très importants à lier. Alors, le disciplinaire et l'interdisciplinaire, c'est la recherche qui va leur donner, finalement, un plus. C'est-à-dire que ce qui s'invente dans la pédagogie, la recherche, c'est le plus, et que dans la plus-value, on pourrait dire de la recherche, c'est que ce qui s'est fait sur place, eh bien, on va pouvoir le transmettre, le valoriser, le diffuser. C'est très, très important. C'est pour ça qu'on fait de la recherche. C'est pour pouvoir le diffuser et le mettre en discussion. Et ça veut dire aussi qu'on va prendre le temps de l'expliquer, de l'exprimer, de le dire. Parce qu'en général, on ne prend pas le temps de le faire. Donc c'est sûr que dès qu'il y a des structures de recherche, ça va aider un peu à rassembler ce qui aura été inventé dans l'interdisciplinarité. Et au niveau disciplinaire, par contre, il y a quelque chose de tout à fait particulier. C'est le deuxième point du chantier sur lequel je voulais parler, qui est lié, disciplinaire et interdisciplinaire. Parce que c'est... Edgar Morin, moi je lis beaucoup Edgar Morin. Il travaille sur la méthode, il travaille beaucoup sur la complexité. C'est un auteur extrêmement important. C'est un militant qui a développé une méthodologie de la complexité. C'est un homme qui finalement a traversé les siècles j'exagère, mais en tout cas les dizaines d'années. Il est âgé aujourd'hui, Edgar Morin, mais c'est toujours un militant, un homme engagé. Et il a toujours souligné qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'il n'y ait que la discipline, parce que toute discipline, au bout d'un moment, elle a tendance à se fermer sur elle-même. Alors c'est vrai que nous, on a la chance dans les écoles d'architecture de l'interdiscipline. Donc la discipline ne peut pas se fermer sur elle-même, parce qu'elle est obligée de coopérer avec d'autres disciplines. Mais en même temps, comme il le dit très bien, une discipline, elle a un domaine, elle a une méthode, ce que je disais tout à l'heure, mais on voit des disciplines qui avaient beaucoup d'importance, qui aujourd'hui disparaissent plus ou moins, et qui sont un peu sur des voies de garage. Les disciplines se transforment aussi. On voit de nouvelles disciplines qui se créent, de plus en plus des hybrides, vous voyez. On va trouver de la bioinformatique, par exemple. Vous voyez. Il y a des hybrides qui se développent, donc des chercheurs qui se spécialisent sur l'hybridation. Et je pense que pour l'architecture, je pense que les hybridations que l'architecture va développer dans la recherche seront particulièrement fructueuses et heuristiques. Et que ces hybridations sont fondamentales. Et c'est aussi ces hybridations qui, quelque part, permettent de réouvrir la discipline. C'est Derrida qui avait toujours dit, et moi j'adore ça, il l'avait fait, il l'a publié je ne sais pas où, mais en tout cas il l'a publié lorsqu'il y a eu un colloque entre architecture et philosophie avec le Centre Pompidou dans les années, il y a 30 ans. Il avait dit, mais il ne faut jamais oublier que dans projet, il y a G. Voilà, c'est-à-dire ça part, il y a G, il y a quelque chose qui surgit qu'on n'attendait pas. Alors ça, c'est intéressant, parce que voilà, on est sur la spécificité de l'architecture version projet. Pour moi, c'est le deuxième chantier. La recherche en projet, c'est un grand souci, parce qu'évidemment, moi personnellement, si je suis restée dans les écoles d'architecture, c'est parce qu'il y a du projet. Et que dans les écoles d'architecture, s'il y a une bonne entente, les enseignants font équipe. Donc les disciplines sont invitées à participer au projet, même si le projet c'est très fragile. Je pense qu'il ne faut pas ouvrir le
pas ouvrir le projet tout azimut, sinon on va le tuer tout de suite, il n'y aura plus de projet. Mais il y a quelque chose qui va se lever de la création, de l'invention, de l'innovation quand même dans le projet. Donc il y a quelque chose de particulier. Comment faire de la recherche sur ces domaines-là? Quelque chose qui est un G, il y a un projet. Alors j'avais essayé de repérer quelques paradoxes du projet. Et par exemple, en discutant avec Antoine Picon, qui travaillait donc aux États-Unis, il m'avait dit finalement, tu sais, il n'y a pas tant que ça de recherche-projet non plus aux États-Unis, parce que je croyais qu'ils en avaient plein. Il m'a dit non, parce qu'au fond, on fait beaucoup d'histoire aussi, mais pas tant que ça sur le projet, parce que la méthode de recherche sur le projet est très, très difficile. On sait faire du projet, enfin, normalement, on apprend à faire du projet quand on fait des études en architecture et en paysage. C'est aussi c'est un point commun. Mais par contre, comment faire de la recherche sur le projet, c'est difficile. Le ministère a sorti une formule qui est pas mal. Alors ça s'appelle sur le projet, autour du projet, avec le projet. Mais la recherche vraiment qui est complètement liée au projet, voyez, elle est difficile. Alors moi je trouve qu'il y a trois grandes. Ça résiste à la théorie, le projet. Et c'est pour ça que c'est un bel objet de recherche. C'est un bel objet de recherche. Alors pourquoi ça résiste à la théorie? Moi je vous donne les trois raisons que moi j'ai trouvées. Mais il y en a bien d'autres, bien sûr. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de rationalité dans le projet d'architecture. Et d'ailleurs, en philosophie, quand on parlait d'architecture, tous ceux qui ont évoqué l'architecture, c'était pour parler d'un ordre de raison. On prenait l'architecture comme capable d'établir un ordre de raison. Il y a une rationalité. Mais en même temps, il y a toute une partie qui n'obéit pas à la rationalité. C'est intuitif. Il y a quelque chose qui est... et tous les architectes avec qui j'ai travaillé, mais de façon étroite, qui sont devenus des amis, ils me disent tous que, bien sûr, il y a un savoir qui mobilise. Il y a une compétence, par exemple, qui mobilise lorsqu'ils vont faire du projet. Mais en même temps, on en discutait avec nos collègues, tout ne s'explicite pas. Il y a une part d'insu qui n'est pas su. C'est insu, c'est à son insu que ça a lieu. Donc il y a un savoir qui n'est pas su et qui est très, très important. Donc c'est un paradoxe quand même du projet. C'est le su et l'insu. Donc il est un peu indicible aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais comment faire pour ne pas le faire disparaître. Donc voilà le premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est finalement tout projet va traiter de l'information, traiter des données, donc à partir d'un existant, d'un réel complexe qui n'a pas de limite quelque part. Donc ça va partir d'informations qu'on va plus ou moins pouvoir expliquer. Par exemple, moi actuellement, je fais un travail avec des spécialistes d'informatique, on fait tout ce qui va être computationnel, paramétrique, etc. Évidemment, ils vont traiter beaucoup d'informations extrêmement sophistiquées avec l'aide de la machine informatique. Et en même temps, le projet, à partir du moment d'architecture, et paysage, c'est absolument pareil, eh bien, il va travailler avec quelque chose qui relève de l'incertitude et du sensible. Alors, comment mettre en données le sensible? Très difficile. On sait qu'aujourd'hui, il y a un très, très grand champ de recherche qui touche sur les sciences cognitives. Donc, on essaie de comprendre la machine-cerveau pour voir comment les différentes parties de notre cerveau fonctionnent, mais on sait à quel point c'est difficile. Et ce qu'on sait, évidemment, l'importance de toute la partie affective et sensible qui va donner du poids, finalement, à l'information. Donc, l'investissement affectif sur une information, vous voyez, va nous aider à hiérarchiser des informations aussi. Donc il y a quelque chose qui se passe là, qui relève du sensible et qui relève pas simplement de traitement de données, qui relève de l'affectivité aussi, quelque chose, évidemment, qui a un rapport avec l'intelligence d'une situation, mais pas seulement. On pourrait dire qu'il y a un rapport avec l'intelligence et l'affectivité d'une situation. Et d'ailleurs, quand on aime un projet d'architecture réalisé, eh bien, c'est que ça nous touche, ça nous crée une émotion. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une intelligence, bien sûr, qui est à l'œuvre, mais en même temps, c'est une intelligence qui passe aussi par le sensible, par les sens, extrêmement important. Donc, deuxième paradoxe du projet, la recherche sur cette question-là. Donc, il y en a qui s'y essayent, mais on voit que ça résiste parce que c'est très difficile. Et le troisième point,
sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, sur lequel on travaille. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question des métamorphoses dans le laboratoire Gerfo, et puis dans le nouveau laboratoire là, qui va se créer à l'école spéciale d'architecture, dans lequel je vais essayer de créer dans cette école. C'est sur la question de tout ce qui va se métamorphoser, les métamorphoses. C'est-à-dire que comment penser, parce que le projet c'est en G, comme dit Derrida, c'est-à-dire qu'on va travailler quelque chose qui n'est pas là. C'est quelque chose qui va faire advenir une réalité. Ça part d'un réel qui est là, d'un existant, mais c'est pour faire advenir un réel qui n'y est pas. Donc là, ça fait une drôle de recherche, parce qu'en général, la recherche, elle part sur ce qui est quand même. Donc là, on est sur quelque chose d'autre qui fait que, voilà, on va travailler sur une réalité qui est amenée à y prendre corps, mais qui n'a pas encore pris corps. Et le projet, c'est une médiation entre ce réel-là et puis un réel à venir qui aura de la masse, du poids, de la matière, une empreinte écologique extrêmement importante, dont on veut de plus en plus mesurer les effets. Donc ça, vous voyez, le paradoxe du projet, c'est un chantier extraordinaire. Il n'y a que les écoles d'architecture et du paysage qui travailleront sur le paysage, qui pourront relever ce défi. Et à mon avis, ils le relèveront dans la discipline et dans l'interdiscipline. Parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Ce qui fait que je ne veux pas parler trop longtemps, parce que je voudrais qu'on discute. Je voudrais arriver sur mon dernier point et y aller assez vite. C'est-à-dire que, au fond, si on prend au sérieux ces chantiers de l'interdiscipline et de la discipline, le chantier du projet et de la recherche par le projet, de la recherche par le projet, et pas simplement sur le projet, et pas simplement autour du projet. Et c'est pas pareil, c'est tout à fait différent. Il suffira pas de dire, tout à l'heure c'était dit, parce que c'est vrai que la plupart des architectes le disent, et monsieur le président de l'ordre l'a dit aussi, nous dans les agences on fait de la recherche. Tout le monde sait que les choses s'inventent dans les agences d'architecture. S'inventent du projet, s'inventent de l'architecture. Mais c'est vrai que on peut considérer que pour dire qu'on fait de la recherche, eh bien, il va falloir quelque part, pas simplement montrer le projet qui a réussi, il va falloir montrer comment ce projet innove par rapport à d'autres projets, d'une certaine manière. Il faut s'inscrire dans le débat de la production de savoir. Parce que il ne faut pas simplement produire du savoir en tant que savoir comme ça, il faut quelque part montrer en quoi ce savoir est un savoir. Ça veut dire qu'il faut être capable de le transmettre, parce que si on ne parle qu'à soi-même, ou bien entre architectes, ça ne marche pas. Parce que d'abord, ça ne marchera pas pour les architectes, puisque la plupart du temps, il faut convaincre. Et on voit bien combien de fois j'ai des collègues architectes qui sont en fureur en disant, ben voilà, dans le projet, on était évalué. Il y avait même pas 2 architectes, il n'y avait même pas 2 personnes qui comprenaient ce qu'on faisait. Ben oui, mais c'est que le projet, il a vocation à être un acte citoyen, un acte public, un acte sociétal. Et donc, il est expertisé, évalué, apprécié par des acteurs extrêmement différents. Et donc les architectes, certainement, doivent apprendre à mieux expliquer ce qu'ils apportent. Et donc c'est comme ça qu'ils légitiment et qu'ils crédibilisent leur projet. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans tout projet d'architecture, en licence, en master et en doctorat. C'est-à-dire qu'il faut crédibiliser, légitimer ce qu'on fait. Et donc, au fond, on gagne en maturité lorsqu'on est capable, quelque part, de le crédibiliser. Pourquoi ? Parce qu'on est capable de mieux le comprendre soi-même. La part d'insu reste là, mais elle est limitée par rapport à ce qu'on peut partager. De telle sorte qu'il y a quelque chose autour de l'entre-théorie et pratique qui est un chantier majeur. C'est pour ça que je crois, c'est le sens de mon intervention de ce matin aussi, là. Pour moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous liés autour de enseignement, recherche, architecture. C'est-à-dire que c'est dans les écoles, avec les architectes praticiens, qui sont tous sortis d'écoles d'architecture, qu'on arrivera à installer et réinstaller l'architecture à sa place, que ça passe, pas toute la place, juste sa place. Mais il y a vraiment besoin
qu'il n'y ait pas du tout une recherche, les enseignants contre les chercheurs contre les enseignants, les praticiens contre les théoriciens, patitata. C'est vraiment théorie-pratique, même combat. De toute façon, il y a de la théorie dans le projet, il y a de la pratique dans la théorie, et que c'est une certitude que tout le monde... Maintenant, d'ailleurs, c'est vrai, je pense, c'est un combat qui n'est plus d'actualité. Par contre, il y a quelque chose dans le savoir. Alors, quand on revient sur le mot même, alors en philosophie, en fait, on travaille beaucoup les mots. On adore les étymologies, on adore l'héritage de la langue. Parce qu'en fait, on n'a que ça. L'architecte, lui, travaille avec autre chose que le langage. Il a le langage, mais pas que le langage des mots. Les philosophes n'ont que le langage des mots, rien d'autre. Donc, quelque part, ils sont tout le temps sur... Mais un mot, c'est quand même... Vous voyez, quand je parle, par exemple, le français... C'est une forme de patrie, la langue française. Quand je vais me retrouver au Japon, ou bien, par exemple, là, je rentre d'Iran, c'est un cauchemar de rien comprendre. On ne comprend rien de rien, même pas capable de lire l'écriture. Donc, on est vraiment totalement perdu. Alors, évidemment, on a le langage des humains quand même. On peut sourire, on peut faire signe, on peut faire miam-miam, on peut faire comprendre quand même un petit peu. En fait, c'est assez réduit, vous voyez. Donc... Quand on dit savoir, parce que la recherche produit des savoirs. Alors, pour moi, si on prend au sérieux le projet comme un G, comme une création, au sens de transformation, projet de transformation, avec toute la responsabilité que ça veut dire, c'est qu'on va transformer un milieu quand on fait un projet. On est d'accord, hein, c'est un mot-clé. C'est le nom du laboratoire de l'école de Saint-Étienne, au pluriel. Mais quand on dit transformation... Ça veut dire qu'on a une responsabilité parce qu'on va transformer la matière et transformer évidemment le milieu sociétal dans lequel on est. Donc ça veut dire que les savoirs qu'on produit en architecture, ça touche l'intelligence. Donc c'est des savoirs qu'on va comprendre par l'intelligence. Donc des savoirs mathématiques s'adressent à notre intelligence, des savoirs physiques s'adressent à notre intelligence, des savoirs philosophiques s'adressent à notre intelligence. Mais savoir, ça veut dire l'intelligence, bien sûr. Mais ça veut dire aussi, vous voyez, la sagesse. Toutes les sociétés, finalement, pré-industrielles, et elles ne sont pas bien vieilles, les sociétés pré-industrielles, elles ont fait beaucoup de bêtises. Vous voyez, en 300 ans, 300, 400 ans, elles ont fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Elles ont détruit beaucoup d'eau, beaucoup de sols fertiles. Elles ont fait beaucoup, beaucoup plus de dégâts que toutes les humanités précédentes. Donc aujourd'hui, la science, elle peut en même temps prévenir justement beaucoup de choses. Ça demande de la sagesse. Et donc, je pense que quand on a le projet, ça fait rappel à une intelligence de la situation, mais aussi à une sagesse de la situation. C'est pas que de l'intelligence. Il y a aussi une sagesse du moment, un espace-temps, quoi. À ce moment-là, c'est ce qu'il faut, et pas autre chose. Mais c'est ça aussi, la sagesse. Et puis, quand vous recherchez le sens de savoir, vous voyez aussi que c'est la saveur. Ça a du goût. Ça touche les sens, ça touche le sensible. Voilà. Ça nous touche voilà, ce qu'on goûte, quoi. Ça a du goût, le savoir aussi. Alors, l'architecture, si on ne ramène qu'à simplement une question de rationalité, d'intelligence, des données, on va perdre le goût de l'architecture. Et s'il n'y a plus de goût d'architecture, ben, il n'y a plus d'architecture. C'est comme ça. Donc l'esthétique, c'est très dur à dire. Mais c'est esthétique, c'est éthique, c'est politique, c'est plein de choses. De telle sorte que, oui, en fait, il y a deux grandes catégories de sciences. Et elles sont très différentes. Et je pense que souvent, beaucoup de malentendus viennent du fait qu'une science veut prendre le primat sur les autres, quoi. Alors, dans les écoles d'architecture, je pense qu'on a besoin des différents types de sciences. Ça va dépendre, il y aura des chercheurs différents. Il y a tous ceux qui sont dans les sciences de l'observation. Ils voient comment ça se passe, ils décrivent ce qui est lieu. C'est des sciences de l'observation. Ouais. La sociologie, par exemple, est une science de l'observation, on peut dire. Eh bien, vous voyez, il y a aussi des sciences d'un autre ordre. L'architecte a besoin de beaucoup de... paysagiste aussi, besoin de beaucoup de capacités d'observation. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point la description a repris du poil de la bête.
dans la formation des architectes. Quelqu'un comme Zumthor, il installe ses étudiants, il aime bien que ses étudiants s'installent, pourquoi pas sur une terrasse de café, et qu'ils soient là en train de s'immerger dans l'atmosphère du milieu, vous voyez, et qu'ils le perçoivent, tout ce qui est là, et que donc ils soient capables de rendre compte d'un lieu, vous voyez, dans sa spécificité, et puis voilà. Vous voyez, c'est donc une façon de goûter le lieu quelque part, vous voyez, et puis après de comprendre le lieu, de faire des recherches sur l'histoire du lieu, etc. C'est beaucoup de choses, mais goûter le lieu. Et donc, il y a une autre science, et quoi, d'après vous, l'autre science, qui ne serait pas que de l'observation? Parce que vous n'êtes pas que des observateurs quand vous êtes paysagiste et architecte. Et ce n'est pas la même science. Alors, pardon ? Les sciences humaines, elles sont. C'est vrai que l'architecture, elle est mise dans les sciences humaines. Elle est classée dans les sciences humaines. Ça, c'est intéressant aussi. Hein. C'est que de regarder, voilà, elle est classée dans les sciences humaines. Ça m'a beaucoup surpris, même au niveau européen et tout, de dire pourquoi c'est les sciences humaines. Parce qu'évidemment, comme tout ce qu'on voit, c'est tout ce rapport éthique, esthétique, politique, sociétal, hein, qui est en jeu. Mais il y a aussi l'idée que, mais alors comment je transforme le milieu ? Et les sciences de la transformation dépassent, c'est pas qu'elles sont supérieures, donc il n'y a pas d'hierarchie. Hein. Il y a science tout court, comme quelqu'un disait tout à l'heure, il n'y a pas une hiérarchie entre les disciplines. C'est pas la question. Mais c'est une science de la transformation. Qui dit transformation, ça veut dire qu'il y a un saut dans quelque chose qui n'est pas encore. Si on le transforme, c'est que ça n'est pas encore. Ça va être. Alors, aujourd'hui, on est bien embarrassé, par exemple, avec des villes qui sont 10 millions d'habitants ou autres. On ne sait pas trop comment faire évoluer les établissements humains. On ne sait vraiment pas comment il faut faire. On reparle beaucoup de la taille des établissements humains. C'est une vraie question de chercheurs. Je crois qu'on a plus que jamais besoin de chercheurs et que les architectes, les paysagistes, tous ceux qui travaillent dans la transformation des milieux s'attellent à cette tâche parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un projet de devenir. Il faut proposer des scénarios de devenir pour les établissements humains. Et ce n'est pas simplement par des savoirs, vous voyez, d'intelligence à l'état brut qu'on le saura. Il y a un saut un peu en avant qui est un saut politique, esthétique, éthique, d'un nouvel ordre. Et c'est pour ça qu'il y aura des doctorats dorénavant d'un nouveau type. Et c'est vrai qu'il y a des... Je ne les connais pas très bien, mais par exemple, tout ce qui se fait actuellement sur ces doctorats de la création, par exemple à l'école de la Sorbonne, c'est certainement intéressant à surveiller, à voir. Parce qu'il y aura beaucoup à voir avec tout ce qui se fait en architecture et en paysage. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Deux petites questions de clarification. Je ne suis pas architecte, donc pardonnez si je dis des horreurs, ou tuez-moi, mais ne restez pas entre les deux. Tu parles de discipline. La médecine est une discipline, informatique, mathématiques, c'est une discipline. L'architecture est une discipline. Et puis quand tu as fait le disciplinaire et le transdisciplinaire, tu as dit qu'à l'intérieur de la discipline, il y avait des disciplines. Le ministère nous parle de 6 disciplines pour l'architecture. Et puis tu nous as parlé que quand on faisait du projet et en même temps de la structure, on était dans le transdisciplinaire. Donc je voudrais une clarification sur... le mot discipline me semble utilisé à plusieurs niveaux. Je peux le comprendre tout à fait, mais j'aimerais une clarification là-dessus. Est-ce que le projet, c'est la somme des disciplines ou pas, en fonction du projet, j'entends bien. Est-ce que la discipline en architecture, c'est TPCAU, et donc c'est forcément le projet, et les autres, c'est déjà des disciplines qu'on pourrait aller chercher à l'université, auquel cas, c'est vrai, on peut questionner leur place. Voilà. Donc, la deuxième chose, c'était quand tu as dit transmettre. Bon, évidemment, en tant que chercheur sur le transmettre, je suis tout à fait d'accord, mais c'est le langage qui me pose question. Quand je lis un article de recherche en mathématiques, je m'arrête très vite parce que je ne comprends rien. C'est normal, je n'ai pas le langage. Je n'ai pas. Et donc, quand tu nous as dit les architectes doivent produire de la recherche qui est compréhensible par les autres, ça me pose question justement si les langues, la science,
la discipline architecte ne doit pas aussi avoir son propre langage de recherche et communiquer dans ce langage-là. Et les gens qui ne le comprennent pas, c'est comme moi quand je dis des mathématiques, quoi. Ça me semble normal. Donc pourquoi cette posture de la recherche en architecture doit être compréhensible par les autres? Merci. Alors, d'abord, je n'ai pas parlé de transdiscipline, mais j'aurais pu le faire, parce que je n'ai pas prononcé ce mot. J'ai parlé d'interdiscipline, et c'est volontairement que j'ai parlé d'interdiscipline. Discipline, je parle vraiment de façon tout à fait basique, c'est-à-dire qu'une discipline, c'est quelque chose qui est reconnu par l'université et qui donne un label disciplinaire qui fait qu'on a des formations dans une certaine discipline, et souvent, un des critères de la discipline, c'est le doctorat. Souvent, ça fait partie de... Mais c'est en tout cas, la question de la discipline, c'est donc un champ, c'est donc un corpus de savoir, un corpus méthodologique et un corpus de référence. Enfin, c'est la même chose. Voilà. Donc ça, c'est très... la discipline, donc voilà, c'est quelque chose qui est constitué, qui est en fait validé par une institution universitaire. Sinon, il n'y aurait pas de discipline. Par contre, l'interdiscipline, c'est pour ça que je parle des enjeux et des paradoxes en architecture. Parce que c'est quand même particulier à l'architecture, et c'est, je pense, que ce qui crée aussi des difficultés, mais c'est aussi ce qui fait la richesse des écoles d'architecture, selon moi. C'est précisément que arrivent dans les écoles d'architecture des enseignants venant de disciplines différentes. Mais elles n'appartiennent pas aux mêmes disciplines. Et donc aujourd'hui, nous sommes tous, par exemple, des disciplines qui contribuent à la formation à l'architecture et qui permet d'avoir le diplôme d'architecture à la fin de ce qui vaut master. C'est tout à fait pareil que le master, mais enfin, ça vaut master. Mais il n'empêche qu'on vient tous à partir d'une discipline. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que d'ailleurs on voit qu'il va être marqué Théo, Histoire, SHS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion. C'est-à-dire que quelqu'un qui va être STA, il va venir avec un diplôme de sa discipline STA. D'ailleurs, c'est propre aux écoles d'architecture d'avoir quelque chose comme ça. Aucune université l'accepterait. Par exemple, on dit SHS, par exemple, pour nous, Sciences de l'homme et de la société ou Sciences humaines et sociales, en France. On n'y met pas l'histoire en France, dans SHS. Mais on va y mettre la sociologie, la psychologie, la philosophie, l'économie. Voilà. À l'université, c'est inimaginable. Pourquoi ? Parce qu'on sera évalué sur la géographie. Dans la discipline géographie, on n'a pas un bloc qui s'appelle un bloc. Donc il y a déjà quelque chose d'un peu confus qui fait que dès qu'on entre aujourd'hui dans des habilitations AERS qui ont des indicateurs extrêmement précis, quantitatifs, de diplômes, ou bien des habilitations de notre ministère de la Culture, où on sait que tel diplôme, ça vaut tel point, telle publication, ça vaut ça, et ça va donner tel budget, etc. On est toujours évalué par rapport à sa discipline d'origine. Et lorsque, par exemple, moi, j'avais déposé mes dossiers de promotion, je le faisais par rapport à la discipline philosophie qui se travaille avec l'architecture. Mais on est quand même renvoyé à sa propre discipline. C'est pour ça qu'il y a quand même une ambiguïté aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est tous à égalité, entre guillemets, dans le sens qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la façon dont on contribue tous à la formation à un master ou à comme master en architecture. Ça, c'est vrai. Par contre, la discipline architecture elle-même, elle est d'un autre ordre. Et c'est qu'aujourd'hui, il faut redonner le pouvoir aux architectes sur la discipline architecture. Ça, c'est mon point de vue. On n'a jamais vu, par exemple, que les médecins ou les pharmaciens ou les vétérinaires redonnent le pouvoir à d'autres, par exemple à la psychologie ou à la sociologie ou à la philosophie, dans leur propre champ de domaine. Est-ce que c'est suicidaire de faire ça ? C'est-à-dire que ce n'est pas les ingénieurs qui vont le laisser passer. Et c'est pas, par exemple, moi j'ai travaillé par exemple à une époque quand j'étais à Clermont-Ferrand, avant d'être complètement avec l'école d'architecture à Clermont, au CUST, qui est une école d'ingénieurs universitaires. Je crois qu'il n'existe plus en tant que telle, qui est comme un peu comme des INSA. Enfin, je veux dire, elle s'est rebaptisée. Il y avait, par exemple, des enseignants de sciences humaines et sociales. Il y avait des enseignants, quelques-uns. Enfin, il y avait des enseignants autres, mais les évaluations, si on faisait génie civil ou si on faisait génétique ou si on faisait, elles portaient sur le corps fondamental.
Et je crois qu'il faut quand même qu'on accepte l'idée qu'il y a des fondamentaux et que sinon, les disciplines associées mettent le désordre. Au lieu d'apporter un plus, elles désordonnent l'école. C'est pour ça que je pense que moi, ça ne m'a jamais gênée d'être discipline associée. Je ne me suis jamais sentie inférieure parce que j'étais associée. Je prenais toute ma place, j'avais droit à tant d'heures, je les faisais. Je m'infiltrais partout où je pouvais. Et puis, à voir si ça peut avoir un effet. Parce que je crois que c'est ça le problème. C'est pas, on a une formation plurielle avec des disciplines plurielles, mais il est fondamental que chacun, par exemple, dans la discipline, il faut qu'on ait le top dans chaque discipline. Il faut que dans la discipline SHS, on ait des gens top qui ont passé tous les diplômes requis, passent les publications nécessaires dans leur discipline. Et comme ça, ils contribueront vraiment bien à l'enseignement de l'architecture. Il ne nous faut pas des pseudo-sociologues, voyez, qui ne passent pas bien, par exemple, qui ne seraient pas reconnus dans une université de sociologie. Sinon, ça voudrait dire que ce n'est pas des vrais, quoi. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. Ni pas des pseudo-philosophes, prenons plutôt philosophes. Des pseudo-philosophes qui ne seraient pas reconnus à l'université en philosophie. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours pensé qu'à titre personnel, j'ai toujours demandé à mes collègues, parce qu'il y avait des programmes, d'avoir un enseignement indépendant. Dans ma discipline, j'enseignais la philosophie. Et c'était ma responsabilité de philosophe de choisir ce qui était approprié aux étudiants d'architecture, le mieux, tirer parti au mieux des heures que j'avais. Sachant que je n'en faisais pas des philosophes. Mais que par contre, je pouvais les amener à penser la question de l'espace, la question du temps, enfin bref, peu de choses. Chacun sa responsabilité. Et puis d'avoir des temps communs avec d'autres collègues, d'autres disciplines, pour partager, comme c'était dit tout à l'heure, d'avoir des temps de superposition, de vrai partage. Et par exemple, moi, je me suis vraiment, vraiment accrochée comme une tique pour être toujours, dans toutes les écoles où j'étais, un peu en amont dans l'enseignement du projet, avec les enseignants projets, et en aval dans l'évaluation du projet. C'est-à-dire qu'au moment de la problématisation du projet, eh bien, on en discutait. Et donc, il y avait des avis un peu différents. Les étudiants entendaient des avis venant de disciplines, entre guillemets, différentes. Et dans l'évaluation, ils avaient aussi le point de vue, par exemple, de quelqu'un plutôt de sciences humaines et sociales sur leur projet. Et puis, ils avaient le point de vue de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est très important. C'est pas parce qu'il y a une ambiguïté sur l'appellation qu'il faut la maintenir dans la pratique. On est rattaché à des disciplines spécifiques. Moi, je ne suis pas architecte. Je suis rattachée à la philo. Par contre, je me suis acculturée à l'architecture et je connais beaucoup de choses en architecture, des fois plus que certains architectes. Ben oui, être autodidacte, ça existe hein, aussi. On apprend plein de choses sans forcément... Virilio, par exemple. Virilio n'a jamais passé son diplôme d'architecte, jamais. Il a fait référence et il a fait des projets d'architecture, etc. Je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qui s'était passé. Et il était directeur d'une école pendant longtemps et il était très respecté par les étudiants parce que je pense qu'il s'était acculturé à la discipline. Et moi, je pense que si on n'est pas vigilant, si on confond tout, on va perdre et on noyer les architectes et noyer les métiers. Parce que je suis pour 100% pour les métiers d'architecte, la diversification des métiers. Mais ce qui est extrêmement précieux, c'est d'avoir cette formation par le projet que tout le monde nous envie. Tout le monde nous envie, dont on sait qu'elle est pratiquée par des écoles d'ingénieurs aussi, hein, qu'il y a quelques autres écoles, mais que tout le monde, on sait qu'on a innové en pédagogie, mais en même temps, moi j'ai compris avec des amis architectes qui m'ont dit, mais nous, l'enseignement du projet, c'est fragile, on ne peut pas faire venir tout le monde, parce que sinon c'est la confusion. Et j'ai dit, mais vous avez raison. Par contre, il y a des moments où on peut peut-être partager des moments, en amont, en aval. Et franchement, on peut le partager, selon moi, j'en suis sûre. On l'a vérifié. Mais il ne faut pas tout mélanger parce qu'il y a quand même la discipline architecture. Et la discipline architecture, ça veut dire un corpus lié à l'histoire de l'architecture, à la méthodologie de l'architecture, au savoir-faire de l'architecte, et que c'est différent. Même s'il y a d'autres disciplines qui contribuent, ce n'est pas pareil. C'est mon point de vue. Voilà, j'ai expliqué ? Ah oui. Ah, le langage, très très important. Non, moi je pense que chacun parle son langage. Et je pense que l'architecte parle son langage, le paysagiste parlera son langage, le philosophe parle son langage. Et qu'il est sûr que si on parle vraiment 100%, par exemple, philosophe,
ça peut des fois paraître un peu ennuyeux pour d'autres. Pour les architectes, c'est pareil. Mais il y a quelque chose de différent pour l'architecture quand même, parce que l'architecture, c'est différent si on fait des publications scientifiques. Pourquoi pas ne pas parler... Si on fait publication scientifique, pourquoi se forcer à parler autre chose que sur le langage d'architecture, hein? Je suis complètement d'accord sur la publication scientifique. Mais je pense qu'il y a un énorme travail. Et d'ailleurs, je vois par exemple, je suis souvent invitée par l'Ordre national des architectes. Et là, par exemple, ils m'ont invitée à travailler sur le code de déontologie, ce qui va être très intéressant, je pense. Et je sais que pour eux, leur souci, c'est d'être mieux compris, de mieux communiquer aussi l'architecture. C'est-à-dire de mieux communiquer ce qui est en jeu dans un projet d'architecture, parce que c'est une culture très, très difficile. Moi, j'ai mis longtemps à m'acculturer l'architecture, parce qu'en fait, on n'est pas du tout formé à l'architecture dans le secondaire, ou très peu, et qu'on sait que c'est un des enjeux qui est à développer. Donc, il faut que les architectes, quelque part, soient capables aussi de faire comprendre ce qui est en jeu dans l'architecture et pourquoi ça ne sera pas que de la construction. C'est de l'architectone, c'est-à-dire que, voilà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer 6 ans pour être architecte? Et encore 6 ans, c'est vraiment ceux qui le font à minima. Hein. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup qui avaient participé d'une formation d'architecture avant disent que c'est encore très court. Et qu'on s'est mis 5 pour être à l'air, finalement, comme tout le monde, quoi. Comme pour les ingénieurs, par exemple. C'est quand même une rivalité avec les ingénieurs actuellement, qui entrent en force sur les questions de l'architecture dans les écoles d'ingénieurs. Donc, et qui font de l'architecture, je veux dire, en temps. Donc, le langage, je fais une différence entre le langage grand public, le langage citoyen, et le langage scientifique. Le langage scientifique, il faut parler le langage des architectes aux architectes. Et puis que ce soit les architectes qui évaluent la scientificité de la production architecturale. Et que ça ne soit plus des disciplines autres que l'architecture qui le fassent. Marine ? Oui, alors déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention. Je pense que vous avez dit ce que j'essaie de faire comprendre à mon laboratoire depuis 3 ans. Donc vous avez commencé à répondre à la question, mais je voulais vous demander justement comment vous avez fait pour vous insérer dans ce milieu et surtout pour vous mettre en retrait en quelque sorte. Et est-ce que peut-être il y a un travail à faire de la part des architectes pour accueillir justement des autres disciplines et pouvoir travailler ensemble? Non, mais c'est vrai que c'est toujours des histoires singulières, des rencontres qui font que les choses se passent. Hein. Bon, de façon anecdotique, en ce qui me concerne, après je parlais de façon générale, enfin, de façon plus importante, mais de façon personnelle, c'est un peu le hasard de l'existence. Parce que moi, il se trouve que j'ai quitté la France pour aller donc, vivre à Beyrouth. Bon, Beyrouth, c'était pas forcément un long fleuve tranquille. Je suis revenue un peu en catastrophe en France. Et donc, je me suis retrouvée, si vous voulez, à la recherche d'un travail, projetée dans un milieu un peu inconnu. Clermont-Ferrand, inconnu. Moi, j'ai fait mes études à Lyon. Il venait de la Haute-Loire, Lyon, et voilà, projeté. Donc, d'un seul coup, c'est refabriquer un réseau. Et le hasard a fait que, comme j'enseignais dans une école d'ingénieurs, ils avaient besoin de quelqu'un qui était universitaire. C'était une école universitaire. Et donc, ils m'ont invité pour participer du jury. Voilà. Donc, il s'est trouvé que dans cette discussion de jury, moi, personnellement, j'ai compris que c'était l'architecture qui m'intéressait. Je me suis dit, c'est incroyable qu'il existe des choses aussi intéressantes. Et moi, j'ai passé toute ma vie à répéter la même chose, toute seule dans mon coin, faire des cours magistraux, et finalement, faire des cours... J'ai pas envie de faire ça. Parce qu'au fond, la philosophie, si elle tourne en rond sur elle-même, c'est pas comme l'architecte, il construit. Donc, il est en relation avec la philosophie. Vous voyez, il y en a qui vont faire ça complètement. Mais moi, je me suis dit non. Et donc, des collègues qui étaient donc là, ils ont dit, mais nous, ça nous intéresse, si vous voulez venir, on a un poste pour vous, etc. C'est comme ça, c'est le hasard vraiment de l'existence qui fait que je me retrouve projetée dans un milieu un peu inconnu, et le hasard où on m'invite, et puis des rencontres, et qui marchent, et voilà, et ça s'est enchaîné. Par contre, après, ça a été une vraie bataille, et vraiment, je pense qu'il y a un problème politique là-dedans. C'est-à-dire qu'en tant que SHS, je n'ai pas souhaité, si vous voulez, me recroqueviller dans le milieu SHS. Je me suis dit, si je veux faire philo 100%, je vais, en plus je pouvais y aller, j'étais invitée, à l'université, faire des cours de philo 100% avec des philosophes.
si je suis dans un milieu pour fabriquer des architectes, eh bien, je vais m'acculturer et je vais coopérer. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé là pendant j'ai entendu par tous mes collègues. Et c'est vraiment une coopération. Et je pense que c'est parce que je pense que si les disciplines associées ne coopèrent pas, sincèrement, pour de vrai, je veux dire, honnêtement, en étant très bon dans leur discipline, si possible, enfin, le meilleur possible dans sa discipline, on n'est jamais bon de toute façon, enfin, en étant crédible dans sa discipline, et ne n'essaie pas un peu de soutenir finalement le TPCAU quelque part, eh bien quelque part ils vont se faire éjecter des écoles, parce que pour l'instant nous sommes une exception, mais ça peut ne pas durer, parce qu'on est quand même bien représenté en tant que discipline associée. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on valorise, et on a besoin qu'il y ait une solidarité de tous les enseignants de l'école, et dans l'ensemble c'est ce qui se passe. Que moi je trouve que dans la concertation nationale, j'ai entendu que les étudiants qui étaient satisfaits. Il y a des bons profs, des mauvais profs dans toutes les disciplines. Donc là, ça va de soi. Mais les étudiants étaient tous contents qu'il y ait de la pluralité disciplinaire. Donc ils étaient contents qu'il y ait une pluralité. Et dans l'ensemble, les enseignants des écoles souhaitent aussi garder cette pluralité. Par contre, il y a des conflits de savoir qui aura le leadership. Et voilà. Et moi, je ne me suis jamais mise en leadership. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, moi, je peux créer un laboratoire qui accueille des archis, des paysagistes, d'ailleurs on a, etc. Et puis on peut faire une équipe, et parce qu'on aura des gens qui savent bien faire dans l'ordinaire. Et je pense que c'est que ça qui nous permettra de développer les écoles d'architecture, l'enseignement-recherche. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à développer, je pense, dans l'enseignement et de la publication autour de la pédagogie. Et peut-être que les écoles d'architecture pourront être aussi un peu pionnières pour montrer qu'elles sont capables de coopérer en ayant des formations initiales différentes. Mais c'est sûr qu'il faut quelque part aider les architectes à prendre leur place dans tous ces domaines. Et moi, je suis gênée. Par exemple, j'étais gênée quand dans mon école, enfin dans mon ex-école, c'était finalement les disciplines associées qui menaient tout ce qui était doctorat. Ça pose problème. Il y a un moment, c'est pas possible, vous voyez, c'est pas possible. À une époque, quand il y a eu la révolution des Beaux-Arts, là, passé 68, moi j'étais en philo à ce moment-là, mais c'était la volonté, les étudiants ont voulu, avec des enseignants, ils sont allés chercher des enseignants, ils ont voulu la pluridisciplinarité dans les écoles d'architecture pour combattre un académisme architectural. Et ils ont voulu cette ouverture. Mais après, peu à peu, on ne savait plus où était l'architecture. Vous voyez ? Et des fois, on regarde les pourcentages. Dans cette école, il y a combien d'heures de pourcentage dans telle discipline ? Des moments, on se dit, mais il y a un problème, quoi. Il y a un problème, parce que ce n'est pas avec ça que les architectes vont relever le défi de la concurrence internationale de la formation, ni des métiers. Donc, moi, je suis pour qu'on continue comme on est sur l'interdiscipline, mais qu'aujourd'hui, qu'on a maintenant des doctorats d'architecture, on remette les architectes au boulot pour qu'ils pilotent la recherche et les doctorats, avec d'autres, évidemment. Donc, c'est votre boulot à vous, parce que nous, on s'est battus pour qu'il y ait le doctorat d'archi. Maintenant, à vous de faire des brevets en architecture ou en paysage, des publications en pédagogie de l'architecture. Et c'est vrai, vraiment vous lancez. Oui, s'il vous plaît. D'abord, il y avait le monsieur, désolé. Ah, pardon. Chacun son tour. Juste après, ça sera à toi. Donc, Chris, je voulais revenir sur cette présentation magistrale et pour la caractériser, je voulais parler à Noël, mais il est parti, le représentant donc, des architectes. Oui. Et à un moment, il se prenait la tête et il disait comment je vais faire pour retranscrire tout ça. C'est vrai que c'est subtil et ça va demander un effort. C'est le premier point. Le deuxième point, mais Patricia n'est pas partie. Et en fait, très gentiment,
tu lui as cassé son travail parce que dans la présentation que l'on a vue ce matin, il y avait 5 cercles. Hein. Il y avait STA, c'est très gentil de l'avoir mis en premier. Il y avait représentation de l'architecture, ville et territoire, histoire et architecture. Et en fait, ces cercles se croisaient sur rien, quoi, hein, puisqu'on a vu que tout tournait entre eux. Et tu as mis l'évidence sur l'interdisciplinarité. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever architecture à ce niveau de ce cercle et mettre histoire de l'architecture, qui est importante aussi, et au cœur de ces 5 cercles, mettre justement l'architecture? Bon, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire par interdisciplinarité, mais dans les écoles d'architecture, il est très vrai qu'il faut parler d'architecture. C'était une remarque, et je vois que Patricia ne bondit pas, donc elle va revenir en Belgique en parlant de cette possibilité de changer ce graphique. Et après, tu as marqué un blanc à un moment. À un moment, tu attendais une réponse de notre part quand tu parlais de savoir. Et on sait que tu aimes les mots, les présentations. Tu l'as caractérisé par sagesse. Alors là, waouh, excellent. Et tu as rajouté saveur. Et puis tu as dit, il y en a encore un autre. Et tu as parlé de transformation. À un moment, je me demandais si tu ne voulais pas jouer comme Derrida sur les mots en disant savoir, voir. Bon, c'est bête ou non? C'est bête. Si c'est bête, on enlèvera. Bon. Ouais, non, alors donc d'abord sur la question de non, je voulais surtout pas casser quoi que ce soit, et parce que moi je pense effectivement qu'on est tout. Il y avait l'idée qu'il y a différentes disciplines qui sont associées à la formation à l'architecture. C'est une spécificité en France, mais aussi en Belgique, et que c'est vrai que le cœur, c'est l'architecture, et que quelque part, je pense que tu as tout à fait raison, c'est que si moi j'avais à montrer, par exemple, par rapport à ma propre discipline, ça m'irait bien qu'il y ait un grand cœur partagé qui est l'architecture, et où on voit que les autres cercles participent de cette formation à l'architecture, mais c'est ce que je pense était dit là ce matin, et que par contre il y a une partie spécifique qui est liée à SHS. On ouvre aussi, on parle d'autres choses, parce qu'au fond, on parle aussi d'une culture humaine, et que donc les sciences humaines et sociales, elles ont un peu cette vocation. Donc elles vont raconter des histoires, par exemple sur la philosophie, et ça ne va pas forcément ramener à l'architecture, parce que même par rapport à ce qu'on disait ce matin, et par rapport à la question du projet, c'est vrai qu'il y a des savoirs bien constitués, identifiés comme indispensables, des fondamentaux, je pense c'est juste. Et puis, il peut y avoir des savoirs qui paraissent absolument anecdotiques, secondaires, qui vont se révéler être extrêmement importants. C'est-à-dire qu'il y a... au fond, on ne va pas tout contrôler. Et c'est très important que dans la formation, l'autonomie, je pense, c'est très important. Mais je pense aussi le fait d'ouvrir le système de formation, de créer une formation organisée, qui soit quelque part vraiment réfléchie. Je pense que c'est important, voir comment on peut réduire le nombre d'heures de cours, comment on peut optimiser finalement l'enseignement, pour laisser du temps libre aussi, pour se cultiver, pour aller chercher des choses qui nous sont propres, et peut-être laisser des options que chacun pourra aller chercher ailleurs, pour ne pas fermer le système. Donc là, sur ce plan-là, je suis complètement d'accord avec cette idée que ce schéma-là, c'est interdisciplinaire, la formation à l'architecture, et donc il y a plusieurs qui interviennent. Voilà. Après, sur la question du savoir, là, c'est simplement que je me suis peut-être perdue, parce que comme je n'ai pas lu complètement mes notes, mais moi, je voulais dire, c'est savoir... donc c'était vrai que ce n'est pas un jeu de mots, mais c'était montrer que le mot lui-même, savoir, il est lui-même porteur de sens croisés, et que c'est hyper, hyper important. Parce qu'il y a d'abord le savoir, ce qu'on, a priori, on va dire aujourd'hui, savoir, ça va être le savoir, c'est-à-dire, finalement, quand on dit ça produit des savoirs, c'est-à-dire c'est un savoir reconnu par, finalement, les scientifiques, dans un domaine, parce que c'est toujours un savoir relatif à un domaine, et c'est la communauté des scientifiques qui va dire ce savoir, on le reconnaît comme un savoir. Donc c'est vraiment, je dirais, un savoir scientifique quelque part, qui est montré. Mais je disais que dès qu'on est sur le projet, que ce soit dans la façon de fabriquer l'idée d'une architecture qui va se réaliser peut-être, qu'on voudrait qu'il se réalise, ou que ce soit dans une architecture réalisée et qu'on veut en rendre compte, qu'on fasse une critique architecturale, eh bien, on va forcément convoquer des savoirs scientifiques
qui peuvent être des savoirs scientifiques de l'histoire, des savoirs scientifiques de la physique, des mathématiques, etc. Mais il y a forcément quelque chose d'un autre ordre qui n'est pas en jeu dans la question, par exemple, physique ou mathématique. Cette question de sagesse. Parce qu'en architecture, il y a quand même l'idée qu'il va falloir faire des choix appropriés à un habitat humain. Donc comment on va... Il y a quelque chose qui relève d'une certaine sagesse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève d'un domaine éthique, politique, incontournable. Ce n'est pas qu'un savoir scientifique. Et si on veut le traiter que comme ça, on va nous faire perdre le chemin. On va nous faire perdre le chemin de la recherche en architecture. Que l'architecture, elle est d'abord éminemment politique. Et par exemple, il y a une étudiante qui vient de terminer une thèse, Jean Cadré, travaillait sur Solaire, Francis Solaire, était basée sur le solaire et le politique. Et donc il expliquait, il lui faisait beaucoup de concours nationaux, il a gagné des concours publics. Donc en fait, quels sont les jeux d'acteurs, etc. Donc c'est politique. Hein. Parce qu'on passe commande à quelqu'un, etc. Donc c'est une dimension fondamentale. Donc c'est pour ça qu'il y a une sagesse qui va être éthique, politique. Et puis, il y a la saveur, parce que ça relève de l'esthétique. C'est le goût, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent. Qui fait que c'est quand même un langage justement particulier, spécifique. Et moi, par exemple, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne vois pas, que j'aimerais bien voir. Et je prends les yeux, des fois, d'un architecte pour voir. Et je le vois autrement après. Parce que je pense qu'on exerce aussi pendant plusieurs années, par le dessin, par tout ce qui s'apprend dans les écoles, une sensibilité, une capacité à voir, et qui donc relève pas simplement de l'intelligence, même si elle est très présente, elle relève aussi d'une sensibilité. Et on m'a dit que Wang Soo, là, ce fameux prix Pritzker là, extraordinaire, pour lui, il insiste énormément sur le fait que, en architecture, l'importance de recopier tous ces paysages chinois, un peu comme dans la calligraphie chinoise, un peu comme dans les arts martiaux. C'est à force de répéter le geste quelque part qu'il est rentré en nous et qu'on est capable d'inventer son propre geste, mais un geste qui sera savant, citoyen quelque part, sage, et puis qui aura du goût, quoi. Qui ne sera pas simplement dans l'imitation. Une dernière question. Je suis désolé parce qu'après on va devoir passer aux tables rondes, mais du coup gardez-les en tête. Bonjour, moi je suis Clémence Attalin, je suis étudiante en 5e année d'architecture à Montpellier. C'était tellement poétique que j'ai même pas envie de parler de ça, parce que c'est trop concret ce que je vais dire, mais du coup je le dis quand même. Concrètement, quand on sort de l'école, du coup, selon vous, est-ce que le fait de construire en tant qu'architecte et du coup de passer par la HMO, parce qu'on en parlait ce matin, c'est important ou pas vis-à-vis de la recherche? Est-ce que ça se complète? Est-ce qu'on ouvre une agence en parallèle? Est-ce que en fait la théorie est plus importante et on pratiquera plus tard on dirait que c'est sûr que ça se complète, mais comment concrètement il est possible que ça se complète? Et parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée, entre guillemets, on n'a qu'une vie, quoi. Donc, oui. Est-ce qu'on peut tout faire ou pas, ou est-ce qu'on ne peut pas se spécialiser sur un truc, sur la recherche ou sur la construction, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une bonne conjoncture même si c'est très très difficile. Je pense que la recherche est très ingrat parce qu'il y a très peu de budget, que les chercheurs souvent trouver quelque chose, c'est pas facile. Hein, donc des fois, c'est aussi d'être confronté au fait qu'on peut tourner un peu en rond, etc. Mais moi, concrètement, par rapport à votre question, je pense qu'il y a une bonne conjoncture pour votre génération, parce que comme la recherche, elle est rentrée dans les écoles, et que les écoles, quelque part, le renforcent, le développent, je pense que toutes les écoles mettent en place de l'initiation à la recherche. Je pense que déjà que les écoles, que les étudiants soient supporteurs et exigeants vis-à-vis de cette discipline, c'est vraiment bien. Donc je pense, c'est vrai que c'est important, cette initiation à la recherche. C'est quelque chose qui, à mon avis, devrait démarrer même, je pense, assez tôt en licence, un petit peu, vous voyez, pour écrire un peu, et puis après en master, bien sûr. Donc après, il y a ceux qui déjà savent, c'est très difficile
Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a il y a des paradoxes énormes. Parce que on a mis en place aujourd'hui, et dans les écoles d'architecture en France, on a la possibilité de faire la mention recherche en même temps que le projet. Mais il y en a peu qui le font finalement, parce que c'est déjà difficile de faire son PFE entre son mémoire et puis le diplôme, que de rajouter la mention recherche, c'est compliqué. Et en plus, ça peut... Moi, j'ai assisté à des soutenances où la mention recherche, les étudiants récoltaient un peu ce qu'on a un petit peu, aussi encore un petit peu dans les écoles. C'est un peu la fin d'une histoire. C'est de vouloir dire, mais oui, vous faites de la recherche, alors vous allez nous apprendre quelque chose. Alors qu'en fait, celui qui a fait la mention recherche, il a creusé un peu plus la bibliographie, un peu plus la question, mais quelque part, il ne faudrait pas le cuisiner beaucoup plus. Moi, je voudrais que tout le monde fasse la mention recherche, selon moi. Moi, personnellement, je serais pour que tout le monde la fasse avec plus ou moins de succès. Donc, je pense qu'il faut le faire. Ce n'est pas du temps perdu, parce que c'est une façon de se confronter à certaines exigences méthodologiques. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes. Il y a déjà participé à des programmes de recherche avec des profs qui eux-mêmes ont fait équipe et répondent à des appels d'offres de recherche. Il y a toujours des étudiants qui sont embarqués avec. Je pense que ça apprend beaucoup. Moi, j'ai une étudiante qui fait sa thèse. Il se trouve qu'elle a fait aussi en même temps Sciences Po là, à Paris sur art et politique. Et il se trouve que Bruno Latour lui a demandé de travailler sur l'expo de Toulouse, sur les Anthropocènes, par exemple. Elle était embarquée, c'était très, très formateur de faire ça. Je pense que si on est intéressé, participer à des équipes de recherche où on est embarqué avec des chercheurs qui nous demandent de travailler avec eux, je pense que c'est très formateur. Parce que d'abord, on participe du milieu, on comprend ce qui se passe, on voit si ça nous plaît, etc. Après, il y a évidemment la fameuse voie de faire Il y a les DPEA, qui sont des diplômes propres d'école, qui souvent donnent une spécialisation, qui permet de voir si on a envie de s'approfondir une spécialisation. Et puis, bien sûr, le doctorat, qui est tout à fait possible. Il y a de plus en plus de gens qui passent des thèses aujourd'hui. Je pense que c'est bien de s'y lancer. Je pense que dans ma génération, même les architectes n'avaient très peu qui le faisaient. Ils n'en voyaient pas l'intérêt. Et d'ailleurs, ils avaient raison. Maintenant, ils sont de plus en plus à le faire. Il y en a beaucoup qui vont le faire sur validation des acquis, puisque c'est en train de se mettre en place. On voit qu'à Belleville, il y a 3 ou 4 personnes qui vont être basées là-dessus. Donc, c'est-à-dire validation ils auront publié des articles, des choses comme ça. Donc, on peut faire de la recherche sans passer de thèse directement, vous voyez, en faisant des articles, en faisant de... Mais je pense faire une thèse, ça apprend beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que c'est difficile, il y a très peu de bourses. Souvent, on dit que les architectes, finalement, sont très recherchés actuellement dans les partenariats avec l'université. Mais, je sais qu'à Saint-Étienne, ils sont très sollicités par l'université. Ils sont très, très bien accueillis par l'université. Parce que les étudiants d'archi, en général, sont bons. C'est vrai. Et en général, ils sont capables de financer leur thèse. C'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler et de faire leur thèse en même temps. Ce qui n'est pas l'idéal. Mais comme il y a très peu de bourses doctorales, très, très peu... mais par contre, les architectes ont quelque chose d'extraordinaire. Et moi, maintenant, je vous invite tous, pour ceux qui veulent faire de la recherche, c'est vous engouffrer dans les chiffres. Les chiffres qui sont des moyens de se faire embaucher dans une agence. Et vous cherchez sur Internet, c'est bien expliqué. Le chiffre, moi, je suis nulle. Je n'ai pas navigué sur Internet, donc je ne sais pas vous donner... Moi, j'appartiens à la vieille dinosaure... Je sais tout juste répondre à des mails, c'est tout ce que je sais faire. Mais par contre, les chiffres, c'est formidable. Moi, dans notre labo, on en a un certain nombre qui ont fait le chiffre. Les chiffres, c'est-à-dire que vous trouvez une entreprise qui est intéressée par un programme, par un travail de recherche doctorale que vous faites. Donc, le ministère de la Recherche finance partiellement, libère du temps, c'est-à-dire pour la recherche. Donc, ça reprend un jour et demi. Donc, l'entreprise en général paye d'abord et elle est remboursée après. Donc ça veut dire, et c'est très bien évalué en plus lorsqu'il y a des AERS, les thèses financées en chiffres ou en bourse, comme elles sont très rares, il vaut mieux trouver son chiffre. Et à mon avis, les architectes en trouveront.
Et tous ceux qui ont cherché ont trouvé. C'est difficile, il faut s'accrocher, parce que les agences, souvent, ça leur fait un peu peur aussi. Elles se demandent, mais il y a quand même pas mal d'agences qui se rendent compte que les jeunes architectes leur apportent aussi de nouvelles connaissances, une espèce d'énergie, et que dans un doctorat, ils peuvent tirer parti de la chose. Il y a un intérêt partagé, un intérêt commun. Donc moi, vraiment, je pense que, évidemment, il faut avoir envie de faire de la recherche, parce que la recherche, c'est pas la voie royale, finalement. Hein, parce qu'il faut trouver des financements, ça prend du temps, voilà. Mais c'est quand même le bon moment pour le faire. Les écoles se lancent. Et par exemple, l'école de Saint-Étienne, dans le nouveau labo qu'elle a créé, elle a tiré plein de praticiens qui sont intéressés à être avec des chercheurs, docteurs. Et les partenariats de ce type, c'est formidable. Et moi, je rêverais, maintenant, je l'ai fait que pour 2 thèses, parce que maintenant, je ne prends plus de thèse, je suis trop vieille, mais je pense qu'il y a beaucoup de thèses à mener en partenariat avec un professionnel et un chercheur. Et on prend un professionnel qui ne fera jamais de thèse, mais qui n'écrira pas. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la thèse, qui va donner un livre sur Francis Solaire. Vous voyez ? Donc, c'est mener des entretiens... quelque part être une médiation dans la transmission de savoir. Et c'est super intéressant. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a bien d'autres choses sur les énergies, sur les mobilités, sur la santé. Sur la santé, je pense qu'il va y avoir actuellement en médecine et dans plein de programmes de recherche, ville et santé, ville et santé, ville et santé, ville, architecture et santé, architecture. Il y a de quoi faire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de témoigner.